Bonjour, petite vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer les différentes huiles qu'on utilise sur l'exploitation, la récupération quand on fait des vidanges, le stockage, les huiles de vidange, le ramassage, enfin, bref, un petit peu tout ce qui tourne autour de l'huile. En plus, on a refait un petit bac, hein. Enfin, bref, quelques petites bricoles. Avant tout, je tenais quand même à donner des nouvelles concernant la tempête que nous avons eue ici sur la région. Alors évidemment, ceux du coin sont au courant de ce qui s'est passé. Moi, ce que je vais vous montrer là, c'est pour les gens qui sont un petit peu à l'extérieur. Alors certes, on a eu moins d'eau que dans le nord. Bon, on en a eu quand même. Par contre, en fait, on a eu beaucoup de vent puisqu'on a eu des pointes à 195 km/h. Alors, il faut savoir que les cultures dans les champs ont attrapé, hein, le fait d'être gigoté avec le vent. Bon, on commence à avoir un petit peu de dégâts sur les choux-fleurs. Bon, ça c'est juste les cultures des champs. Il faut savoir que en fait, tout ce qui est abri, hangar, serre-vert, multi-chapelle, alors là, ça a morflé dur. Alors bon, certains plus que d'autres, suivant l'exposition, suivant plein de choses. Toujours est-il que par exemple là vous voyez que la serre-vert là, en fait il n'y a plus de toit. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. En fait les serres ont perdu des milliers de carreaux ici dans la région. Quand je dis des milliers, c'est certains déjà ont plus de 1000 déjà sur l'exploitation. Et donc dans la région ici il y a des milliers de carreaux qui sont partis, qui se sont envolés. Vous pouvez voir ici en fait on est sur un serre-vert où il n'y a plus de toit. Le toit était inexistant, cette partie. La première travée, non, il ne reste rien. Hein. La deuxième, il reste la moitié. Donc tout ça, la troisième est pareil. Plus après des carreaux un peu partout. Alors pour vous montrer la puissance du vent un petit peu, c'est ce qu'on appelle cette pièce-ci, c'est ce qu'on appelle le fêtage. Donc il y a des bâtés, il y a des bâtés qui sont là, qui vont de part et d'autre, de chaque côté, là où viennent les carreaux. Alors oui, ça c'est un morceau de fêtage qui était en haut là sur le toit. Vous voyez un peu comment il a vrillé. On se demande comment on a pu arriver, le vent a pu arriver à faire vriller une pièce comme ça, qui normalement aurait été rectiligne comme ceci au départ. Impressionnant. Bon, en fait, tout ça pour dire que bon, nous on n'a pas grand chose encore, hein, on a peut-être une centaine de carreaux. Après, concernant les multi-chapelles, alors là c'était terrible parce que il y en a qui sont écrasés, mais écrasés complètement comme si on avait passé un rouleau dessus. Donc il y en a c'est juste les bâches qui sont parties, d'autres c'est les structures qui sont abîmées, donc les cultures qui sont en dessous sont mortes. Et les futures cultures, du coup il n'y en aura pas parce que en fait toutes les structures sont à remonter, à démonter, remonter, donc ça va mettre un certain temps, en sachant que il y a beaucoup de monde qui sont dans ce cas-là, donc je pense pas qu'il y ait des structures prêtes à être remontées tout de suite. Enfin bref, des éleveurs en fait, des hangars qui ont perdu des évrites un peu partout, des éleveurs qui ont même perdu des toits au-dessus des bêtes. Voilà pour donner un petit peu ce qui s'est passé dans le Finistère. Ça a été très très dur. Bon, c'est pas considéré en catastrophe naturelle parce que apparemment pour la tempête c'est assurable. Bon, le souci c'est que des abris comme ça, ça s'assure pas, hein, parce que vu l'âge, avec les assurances, quand vous regardez les franchises, les vétustés, enfin bref, c'est même pas valable. Bon, ici en fait on a commandé des carreaux pour réparer. Bon, il y a des grandes chances qu'on va les réparer nous-mêmes parce que déjà rien que chez les producteurs de hors-sol, ils ont déjà un planning très très chargé pour faire toutes les réparations. Bon, ici nous en fait la première partie là c'était pour mettre des pommes de terre à germer. Bon, il n'y a pas le feu, le tout c'est de boucher les trous pour éviter que si jamais il y a encore un coup de vent, le vent ne rentre pas dedans pour faire péter ailleurs. Voilà. Donc une grosse pensée à tous ces agriculteurs là qui ont été touchés par les tempêtes. Bon, évidemment les particuliers ont attrapé aussi, hein, mais bon, les agriculteurs ici ont attrapé énormément. Voilà, bon du coup on va passer à la vidéo. J'avais envie de revoir un petit peu mon système de récupération des huiles. Donc je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un bac sur roue pour faire la vidange des tracteurs, des ponts, tout ça, de ce côté-là, super. Par contre pour les voitures c'était un problème. J'ai récupéré ça depuis.
Bon, c'est un truc et tout à remettre en état parce que il est rouillé, les roues sont nulles, il n'est pas à niveau. Et le principe en fait c'est pour vider la cuve, on branche le compresseur ici et on met ça en pression pour faire sortir l'huile par le petit tuyau qui est là, par ce petit tuyau là qui est là. Bon, le système de vidange ne me convient pas du tout parce que déjà c'est dangereux. À partir du moment où on met de l'air en pression dans une bonbonne, normalement il faut qu'elle soit éprouvée. Celle-ci elle est rouillée et c'est peut-être pour ça qu'elle a été jetée. Donc moi je ne veux pas prendre le risque. Je vais faire ça par aspiration. Je vais faire un trou en dessous là et sortir une vanne de manière à brancher un tuyau ici et aspirer ce qu'il y a dedans. Comme ça au moins on prend aucun risque. Et en même temps, puisqu'il sert de cette façon-là pour l'autre cuve que j'avais fait déjà avec le bac roulant que je me sers pour faire la vidange des ponts de tracteur et tout, et ben j'ai déjà ce système-là. Donc du coup, sur tout ce qui est en dehors de cette cuve-ci, j'aurai rien à modifier, ça restera pareil. Donc voilà, je vais m'occuper de ça. Je vais lui changer ses roues, démonter toute la tuyauterie, le poncer pour le repeindre. Bon, ça y est, la cuve est démontée. Alors, j'ai enlevé tout ce qui était annexe dessus. Comme ça, je vais la poncer. En même temps, j'ai trouvé 2 petites roues pour les devants ici. Alors, il y a une petite différence de taille entre celle-ci qui était fixée là et les autres. Du coup, je vais changer l'arrière aussi, mettre quelque chose de roulant. Alors, j'ai trouvé ça, je sais pas, c'est des roues de lit médicalisé ou je sais pas quoi. Que François, s'il voit ça, il saura d'où ça vient. Il a récupéré ça, qui était venu me donner. Alors il y a souvent des internautes en fait qui viennent m'envoyer des bricoles en me disant bah ça va peut-être te servir un jour. Je pense, j'ai reçu un broyeur de branches aussi, de Plouvorne. Donc bon, pour l'instant j'ai rien fait avec encore, mais voilà, c'est là, le jour où on en a besoin, bah, on sait où les prendre. Bon, ici les roulettes, hein, c'est un peu la même chose. Donc pour ça, je vais couper l'essieu qui est là, parce qu'il ne sert à rien. Et je vais en faire un autre pour arriver à peu près ici, parce que j'ai envie d'avoir quelque chose de très roulant dans le hangar. Et donc je vais mettre ça là, et pour ça je vais découper ici, j'ai un restant de cuve, je découpe des petits morceaux dedans à chaque fois que j'ai besoin. Donc je vais découper là-dedans pour souder un triangle ici que je vais découper dans un carton pour le gabarit. Et puis voilà, comme ça il sera super roulant. Et après je ponce tout. Et puis bah, je me suis préparé ça aussi pour faire la vidange. Du coup je vais couper ce tube là, le souder en dessous au milieu. Bon, voilà la bouteille. Donc j'ai enlevé l'essieu, bon, poncé un petit peu, mis les roues. Alors j'ai fait des tôles ici que j'ai découpé là-dedans là. Hein, évidemment c'est un récup. Et pareil, j'ai pris des cartons pour faire la forme de ce que je voulais. Du coup je les ai percés pour mettre les roues ces roues là dessus. Donc maintenant je vais les pointer sur la bonbonne. Et après je vais souder une sortie par devant ici pour l'aspiration. Là je suis nickel à niveau entre les deux. En fait vu qu'il est sur cadreau, il faudra qu'il soit super stable, parce que s'il est bancal avec la hauteur du filtre, ça risque de ne pas le faire. Bon, ça y est, j'ai fini. Donc comme vous pouvez voir, en fait avec des roues ici installées derrière là, je vais juste essayer, avant de le peindre, je vais juste essayer de remplir d'eau pour voir s'il n'y a pas de fuite éventuelle, en sachant que c'est une cuve très très fine. Et du coup j'aime autant voir la fuite tout de suite avant de mettre de l'huile dedans. C'est plus facile à ressouder. Bon bah j'ai une petite fuite, mais pas méchant. En fait
C'est à peu près à ce niveau-là, à prévoir. Ici, là, quelque part, là. Parce que tout autour, c'est sec. Tout autour, là, c'est sec. Et jusqu'au niveau de ce raccord, là. Non, c'est pas grave. Ça va aller très très vite à souder. Refaire une passe dessus. En fait, j'aime autant voir maintenant la défaillance. Comme ça, en fait, avant qu'il soit peint, ben, moi, ce sera plus simple. Bon, ça y est, l'appareil pour la vidange est fini, comme vous pouvez voir. Donc, avec des nouvelles roues, beaucoup plus grandes, plus faciles à rouler, que ce soit derrière ou devant. Une aspiration pour la vidange de la cuve. Donc là, en fait, j'ai tiré la vanne exprès pour ne pas qu'on arrive à l'actionner avec les pieds ou quelque chose, pour être sûr qu'elle soit fermée. Donc ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que tout le liquide sera au fond et il sera aspiré avec notre machine là qu'on a là. Et ici, en fait, on a l'entonnoir qu'on peut régler avec le biais de la vis. Hein. On peut régler en hauteur. Donc le principe du système d'air là, ça, je pense plus m'en servir. J'ai bouché le tuyau. Voilà, donc on va l'inaugurer tout de suite parce que j'ai une voiture à vidanger. Donc vous voyez, l'intérêt, c'est de pouvoir adapter l'entonnoir en fait au plus près possible du moteur, en sachant que ici par exemple le bouchon il est sur le côté et quand je vais ouvrir, le jet il va partir là. Donc il va partir loin et puis au fur et à mesure de diminution du volume, ben, il va se... Le fait de rapprocher l'entonnoir le plus près du moteur, au moins on est sûr qu'il n'y a rien qui coule par terre. Et en plus, ça vous est peut-être jamais arrivé, moi ça m'est arrivé souvent, c'est que le bouchon, quand on le tire, des fois, en fait, il tombe dans la bassine d'huile et du coup, il faut plonger les mains dedans. Alors que ici, ben, il y a un grillage au fond de l'entonnoir, ce qui fait que même si ça coule, s'il tombe dedans, on le retrouve en surface. Facile à récupérer. Voilà mes deux bacs de vidange. Donc le premier, hein, celui-là, on arrive à faire un pont moteur et un pont avant avec tout le bac en entier. Bon là il est plein parce qu'il y a une grille à l'intérieur qu'on voit pas et là il est plus que plein. Il est temps de le vider. Et en fait celui-ci, donc c'est celui que je viens de faire, ben pareil il est plein aussi parce que lui il arrive jusqu'à là. Donc je vais vidanger les deux avec. Donc vous voyez il y a une vanne en bas là. Avec sur chacun, et ici j'ai ma pompe à air en fait qui fonctionne comme ça avec une arrivée d'air avec ce tuyau amovible là, qu'on branche sur les réserves. Alors en fait ça pompe et là ça envoie par le petit tuyau qui est là pour finir dans cette cuve ici qui sert que pour les huiles de récupération. Donc c'est une cuve double pot parce qu'on nous exige d'avoir des cuves de rétention, donc en mettant une comme ça on n'a pas besoin de rétention parce que il y a deux cuves en fait en une. Bon voilà, et tant qu'on y est, tiens, ici j'ai mes filtres qui sont là, qu'on n'a pas le droit de mélanger avec la ferraille, donc je mets à part et en général quand le fût est plein, ben, je commande un fût pour les envoyer aussi à recycler, donc j'aurai ça à faire. Voilà. Bon, l'histoire de ce bac là, je l'ai fait il y a 3-4 ans. Faut savoir que avant je stockais l'huile là-dedans. C'était une cuve qui faisait 600 litres. Et il faut savoir que en ce moment-là, quand on appelait un camion pour le ramassage, ben, il se trouve que à partir de 600 litres, c'était gratuit. Donc bon, dès que ma cuve était pleine, j'appelais le camion, c'était vidé. Bon, ça arrivait une fois par an, une fois un an et demi. Bon, sauf qu'un jour, voilà, les données ont changé. Il fallait payer pour récupérer et on payait pour l'équivalent de 1000. Donc je me suis dit, bah, tant qu'à payer 1000, bah, autant mettre une cuve plus grande. Donc c'est là que l'idée m'est venue de changer la cuve. Bon, en plus j'avais pas de rétention dessus, donc bon, une pierre j'ai fait 2 coups. Et du coup ma cuve, bah, je l'ai recyclée. En fait, la base de ma cuve est là. Donc en fait c'est la base de la cuve, je l'ai coupée et puis j'en ai fait un bac, j'ai mis 2-3 roues dessus et j'ai fait mon bac de vidange. En fait c'est surtout quand on vidange les ponts, comme il va à peu près 60 litres dedans, c'est compliqué de gérer des bassines et puis souvent on en met partout, tandis que là on laisse aller goûter et puis comme ça fait du travail propre.
Voilà, bon, du coup, je vais vous les vider. Là, le niveau est arrivé là. Ah, en fait, ça va assez vite. Ça fait même pas 2 minutes que j'ai commencé. Du coup, c'est rapide. Là, il y a au moins, il y avait, je pense, plus de 60 litres à l'intérieur. En fait, ça, j'ai fait que les voitures avec. Et comme aujourd'hui, je viens d'en passer plein au contrôle, je les ai toutes vidangées pour être tranquille. Plus que là. La vanne à fermer. Alors là, j'enlève la poignée après, puisque comme ça, moi, je suis sûr que on n'aura jamais l'occasion de la toucher. Et là, j'ai juste un petit peu d'huile à l'intérieur. Je vais arrêter. Juste un petit peu d'huile à récupérer à l'intérieur. Là. Voilà, on va passer à l'autre. C'est parti. Il y a un petit effet optique qui est pas mal. Alors il faut savoir que quand le camion passe faire la vidange de votre cuve, il vous laisse un échantillon. Alors ici il y en a un, c'est celui de la dernière fois. Donc un échantillon qui est noté avec une étiquette, il en prend 2 ou 3 et ils envoient ça analyser. Du coup, ne mettez pas n'importe quoi dans votre huile parce qu'en fait ils vont les retrouver. Et bon après s'il faut payer un recyclage spécial, enfin bon nous on met que de l'huile dedans, hein, mais que ça, surtout pas tout ce qui est liquide un peu bizarre, même refroidissement, ils n'aiment pas du tout. En fait, il faut savoir que le liquide de refroidissement, comme il est plus lourd, ben en fait, il va au fond. Eux, quand ils arrivent, ils mettent la canne au fond, et la canne, elle va quasiment au fond, et puis du coup, ben ils aspirent, c'est le premier truc qui ressort. Et en fait, on retrouve tout de suite. Donc voilà, ben, vous voyez les petits échantillons là, et on doit le garder le temps qu'eux fassent des analyses pour un test, pour un échantillon à nous, qu'on puisse refaire analyser si vraiment il y avait des soucis. On a vraiment fait beaucoup de vidanges, hein. On a fait 3 ponts entiers déjà. Donc déjà, rien que 3 ponts, ça fait 180 litres. Plus après, les ponts avant, tous les réducteurs qu'on fait à chaque vidange de moteur. Après, si vous voulez faire venir des camions chez vous, vous arrangez entre voisins. Ne serait-ce qu'un flux d'huile de 200 litres. Vous arrangez entre 3 et puis comme ça le camion il vient le vide et puis au moins et vous êtes sûr qu'il n'y arrivera pas de problème parce que ces fûts là si vous les mettez dehors et ben ils peuvent mal se conserver et il faut savoir que s'il y a un petit trou dans le dessus, l'eau qui tombe sur le couvercle va rentrer dans le fût et va faire sortir l'huile dehors, donc à éviter. Alors l'idéal entre 3 il n'y a pas pour long, ça fait tout de suite 600 litres et puis au moins c'est classé et comme ça en plus vous avez un petit papier
pour montrer que vous avez fait recycler notre huile. Pour nous, c'est vachement important parce que ce papier-là a autant d'importance que l'huile qu'on donne. C'est de pouvoir prouver qu'on a envoyé nos déchets à recycler. Alors, vous voyez, ici, on a notre stockage d'huile. Donc, pareil, avec une rétention à la base. Et donc là, pour nous, c'est très simple. En fait, tous les tracteurs ont la même huile dans les ponts. Hein, que ce soit même les petits. Tout le monde a la même chose. Donc, comme ça, moi, c'est facile. Déjà, pour un point de vue pratique, c'est plus simple. Et en même temps, vous savez, quand on attache un tracteur à l'autre avec l'huile des vérins qui se promène, qui revient dans le tracteur, bah, c'est quand même plus simple quand on a la même huile dans tout. Au moins, ça évite d'avoir des problèmes. Bon, ça, c'est pour l'huile de pont. Donc, c'est la 10-30. Alors ça, en fait, pour savoir si une huile est compatible avec votre tracteur, c'est tout simple. Ici, en fait, bon, c'est écrit à l'envers. Vous avez les homologations des marques. Alors, il faut savoir que nous, en New Holland, il faut une huile qui soit homologuée, qui ait la capacité ou la technicité M2C 134D. Voilà ce qu'on le constructeur demande à avoir comme homologation pour les huiles. Et en fait, quand on regarde là-dessus, elle est marquée là. Alors, en fait, on n'a pas besoin d'avoir un bidon avec le dessin de la marque du tracteur. Hein. Ça, c'est juste si vous avez l'homologation là-dessus. Au niveau garantie, c'est bon. Et pareil, pour les huiles moteurs, c'est identique. Alors là, en fait, on a la 15W40. Alors nous, on met ça parce qu'ici, celle-là est prévue pour aller jusqu'à -10. Alors à -10, en fait, nous ici, bon, ça arrive pas très souvent, quasiment, on va dire jamais, d'avoir du -10. Donc c'est une huile qui est très bien pour nous. Et en fait, après, quand vous regardez, vous en avez marqué ici API CH4. Après, vous regardez ici, il y a marqué ACEA. Alors, il y a E9, E7. En fait, il faut savoir que quand c'est marqué ACEA, quand c'est E1, c'est une huile de très basse qualité. Et quand c'est E9, c'est l'huile qui est au top. Donc, celle-ci, en fait, elle fait E9. Donc, plus vous avez un numéro qui est élevé, normalement, meilleure elle est de qualité. Après, bon, voilà, c'est des huiles, de l'huile hydraulique ou de l'huile plus spécifique en fait pour des véhicules précis, Nissan par exemple, là c'est l'huile hydraulique pour des machines. Bon, ça y est, en fait, si j'ai fait venir le camion, c'est parce qu'on avait quasiment fait la vidange de tous les véhicules, que ce soit les voitures, les chariots, élévateurs. On avait des contrôles techniques là, que ce soit voiture, chariot. Donc tout a été vidangé pour être peinard pour au moins 1 an. Et les tracteurs, pareil. Après, il nous reste quelques tracteurs qui font beaucoup d'heures. En fait, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, c'est qu'à partir du 1er janvier 2024, vous aurez obligation de créer un compte sur un site du gouvernement qui s'appelle Track Déchets. Alors ça dit bien ce que ça dit. Alors en fait, sur lequel vous inscrivez tous vos coordonnées, tout ça, et systématiquement, dès que vous ramènerez des batteries, du liquide de refroidissement, de l'huile, enfin tout ce qu'ils appellent matière dangereuse, vous aurez obligation de donner un numéro de votre compte, en fait, sur lequel vous ramenez les déchets. Donc ce sera mis en place au 1er janvier 2024. Donc comme ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez des déchets à ramener. Du coup, bon, voilà, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à plus.